Un raté qui gagne 5000 $ par mois ne mérite pas de propriété. Donne tout à ton frère, a craché maman, sa voix résonnant dans le salon exiguë tandis qu'elle déchirait violemment mes photos d'enfance, laissant les morceaux voltiger sur le tapis usé. Je me tenais là, le courant d'air glacial provenant de la fenêtre mal isolée me refroidissant le cou. Mais je suis parti en silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était ce petit morceau de papier rectangulaire qui me brûlait la poche de ma veste délavée. C'était un ticket de loterie gagnant d'une valeur de 250 millions de $. Il pensait se débarrasser d'un fardeau, me jetant dehors pour que je gèle dans l'hiver impitoyable. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de jeter leur unique bouée de sauvetage. Voyons maintenant qui va mourir de faim dans la rue. Je suppose que je devrais revenir un peu en arrière pour expliquer comment je me suis retrouvé debout dans ce froid glacial. Riche au-delà de mes rêves les plus fous, et pourtant entièrement dépourvu de famille. Je m'appelle Beckett. J'ai 28 ans et, depuis 4 ans, je travaille comme coordinateur logistique dans une entreprise de fret locale. Le salaire n'était pas prestigieux, environ 5000 $ par mois. Mais cela payait les factures, remplissait le réfrigérateur et me permettait d'épargner un peu. Je portais les mêmes t-shirts gris jusqu'à ce qu'ils boulochent, je préparais mes repas dans des récipients réutilisables et je n'ai jamais demandé un centime à personne. Ce matin-là, à 10 h, je m'étais arrêté dans une station-service pour prendre une tasse de café noir bon marché. Sur un coup de tête, j'ai tendu un billet de 20 $ au caissier et j'ai demandé un tirage rapide. Je n'ai même pas regardé les chiffres. J'ai juste fourré le ticket dans ma poche et j'ai poursuivi ma journée éreintante à l'entrepôt. Ce n'est qu'à 16 h que j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de ma mère. L'air à l'intérieur m'a immédiatement paru étouffant, lourd du parfum floral entêtant de ma belle-sœur Sloan. Ma mère, Althea, était assise au milieu du canapé à motifs floraux, telle une reine tenant sa cour. Étalée sur la table basse bon marché devant elle se trouvaient 4 actes de propriété rouges et neufs. La valeur totale de ces maisons dépassait facilement les 3 millions de $. Elles étaient le fruit des investissements de mon défunt père et des récentes liquidations immobilières agressives de ma mère. Assis à sa gauche se trouvait mon frère aîné, Nolan. Nolan avait 32 ans, portait des costumes de créateurs achetés à crédit et se qualifiait d'entrepreneur. En réalité, c'était un marchand de biens glorifié qui passait plus de temps à boire du scotch cher et à parler de sa richesse hypothétique qu'à travailler réellement. Assise à côté de lui, son épouse, Sloan, tapotait en rythme ses ongles en acrylique contre sa tasse de thé en céramique. Tap, tap, tap. Ce bruit me tapait sur les nerfs. J'ai enlevé mes bottes et me suis tenu de l'autre côté de la table. Personne ne m'a proposé de m'asseoir. Nous avions besoin de toi ici parce que je restructure le patrimoine familial, a annoncé ma mère. Son ton était tranchant, dépourvu de toute chaleur maternelle. Ces 4 propriétés sont transférées au nom de Nolan aujourd'hui. La pièce devint d'un silence de mort. J'ai regardé les 4 actes. Puis j'ai regardé ma mère. Tous les 4, ai-je demandé, en gardant une voix égale. Oui, tous les 4, est intervenu Sloan, un vilain sourire aux lèvres. Nolan a une entreprise à faire tourner. Beckett, il a une femme. Il a un avenir. Tu gagnes 5000 $ par mois à déplacer des cartons dans un entrepôt sale. Tu ne pourrais même pas payer les impôts fonciers si on te donnait l'une de ces maisons. C'est juste de l'économie de base. J'ai alors commencé à ignorer Sloan pour regarder directement ma mère. Si Nolan récupère tous les biens, alors tes frais médicaux, tes futurs soins et ta retraite sont entièrement sous sa responsabilité. C'est exact? Nolan a ricané, ajustant sa Rolex. Une montre dont je savais pertinemment qu'elle saturait sa 3e carte de crédit. Évidemment, Beckett, c'est moi qui subviens aux besoins de cette famille. Ça a toujours été le cas. Toi, occupe-toi juste de tes petits 5000 par mois et laisse les affaires de grand pour moi. Ma mère a acquiescé avec ferveur, les yeux brillants d'une dévotion aveugle pour son enfant chéri. Ton frère prendra soin de moi. C'est une réussite. Toi, en revanche, tu as toujours été une déception. Si tu pars de cette maison aujourd'hui, tu n'auras rien d'autre que du vent à manger. Ce fut à ce moment, à la seconde exacte, que mon cœur s'est engourdi. J'avais toujours été l'enfant invisible, le bouc émissaire, celui dont les réussites étaient ignorées tandis que les moindres faux pas étaient amplifiés au microscope. Mais ceci était la trahison ultime.
J'ai senti le ticket de loterie dans ma poche. Les numéros gagnants que j'avais vérifiés pendant ma pause déjeuner étaient gravés dans mon cerveau. 250 millions de dollars. C'était juste là, contre ma cuisse. J'ai regardé les actes de propriété. J'ai regardé les yeux froids et calculateurs de ma mère. J'aurais pu sortir le ticket à ce moment précis et les regarder ramper. Mais pourquoi l'aurais-je fait? La vérité était déjà étalée sur la table basse. D'accord, ai-je dit calmement. Gardez les maisons. Je m'en vais. Ma mère s'est figée. Elle s'attendait à ce que je supplie, que je pleure, que je fasse une crise. Quand je ne l'ai pas fait, son visage s'est tordu de rage. C'est alors qu'elle a attrapé une pile de mes vieilles photos d'université sur la table d'appoint et a commencé à les déchirer en lambeaux, en me crachant ces mots ignobles. Je me suis retourné, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai marché dans la neige glaciale. Ils ont rejeté un milliardaire pour garder un imposteur. Mais combien de temps leur château de cartes allait-il tenir? Le lendemain matin, le soleil d'hiver se reflétait sur la chaussée verglacée alors que je me garais sur le parking du siège de la loterie d'État. Le bâtiment était un bloc de béton gris quelconque, mais pour moi, il ressemblait aux portes d'un nouvel univers. Le processus de validation a pris plusieurs heures angoissantes de paperasse, de vérification d'antécédents et d'attente dans des salles stériles. Mais la bureaucratie n'était qu'une formalité. Le résultat était indiscutable. Après impôt, le versement forfaitaire unique s'élevait à exactement 145 millions de dollars. J'étais assis dans ma berline délabrée sur le parking, fixant l'application bancaire sur mon téléphone. Le solde était si élevé qu'il semblait irréel. 145 millions. J'ai rafraîchi l'application 3 fois. Les chiffres n'ont pas bougé. Le chauffage de ma voiture cliquetait et sifflait, luttant contre le froid mordant, mais je ne ressentais plus le gel. Alors que je fixais ces zéros, mon esprit a malgré lui dérivé vers le passé, parcourant les galeries poussiéreuses et douloureuses de mon propre musée de la souffrance. J'ai compris pourquoi je n'avais pas jeté ce ticket sur la table basse la veille. Ce n'était pas seulement une histoire de maison. C'était toute une vie passée à être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Pièce A, j'avais 12 ans, brûlant d'une terrible fièvre. Je toussais depuis 3 jours, suppliant ma mère de bien vouloir m'acheter le sirop sur ordonnance que le médecin avait recommandé. Elle m'a dit que nous étions trop à court d'argent. Dès le lendemain soir, elle a franchi la porte avec un smoking sur mesure pour le bal de promo de Nolan. Coût, plus de 400 $. Je me souviens d'être allongé sur le canapé, en sueur et tremblant, regardant Nolan tourbillonner devant le miroir pendant que ma mère l'applaudissait. Pièce B, mes frais de scolarité universitaire. J'avais travaillé de nuit dans un restaurant durant tout mon lycée, économisant chaque pourboire jusqu'à accumuler 15 000 $ sur un compte d'épargne joint que ma mère avait ouvert pour moi. L'été précédant ma première année d'université, ma carte bancaire a été refusée à la librairie du campus. Quand j'ai vérifié le compte, il était vide. Ma mère l'avait vidé pour éponger une énorme dette de jeu que Nolan avait accumulée à Atlantic City. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit, « Tu es jeune. Tu peux prendre une année sabbatique et travailler. » Nolan est en difficulté. Il a besoin de sa famille. Je ne suis jamais retourné à l'université. Pièce C, le Noël dernier, Sloan avait invité à dîner des amis fortunés de Nolan travaillant dans l'immobilier. Au moment de passer à table, Sloan m'a pris à part et m'a tendu une assiette. « Beckett, mon chéri, il n'y a pas assez de chaises à la table principale. Pourquoi ne pas manger au comptoir de la cuisine? Nous ne voudrions pas que tu te sentes déplacé avec toutes ces discussions d'affaires de toute façon. » J'ai mangé mon dîner de Noël seul dans la cuisine, en les écoutant trinquer avec des verres en cristal dans la salle à manger. Je me suis arraché à ces souvenirs, ma poigne se resserrant sur le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Si je leur parlais de l'argent, Althea se souviendrait soudain qu'elle avait 2 fils. Nolan m'appellerait son frère bien-aimé. Sloan me dresserait un couvert en bout de table. Il m'aimerait, mais il n'aimerait que les 145 millions de $. Non, ai-je murmuré à la voiture vide. La meilleure vengeance n'est pas de crier. C'est de les regarder s'autodétruire. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. L'écran s'est allumé avec un SMS de Nolan. Et le raté, t'as enfin viré tes babioles de la chambre d'amis? Sloan a acheté un tapis de course et on a besoin de place pour la salle de gym du chien. Dépêche-toi. J'ai lu le message 2 fois.
Un sourire lent et sombre s'est dessiné sur mon visage. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais un calme étrange et profond. Le genre de calme qu'un prédateur ressent juste avant que le piège ne se referme. J'ai tapé une réponse simple. Je viens chercher mes affaires maintenant, amusez-vous bien avec le tapis de course. J'ai enclenché la vitesse. J'allais emballer les derniers vestiges de ma pitoyable vie d'avant. Et ensuite, j'allais entrer dans une nouvelle vie. Mais que ferait Nolan lorsqu'il réaliserait qu'il venait de chasser la seule personne capable de le sauver de la ruine financière qu'il cachait secrètement? Avant de me rendre à la maison, j'ai fait un détour par le quartier des affaires en centre-ville. Je suis entré dans le bureau élégant aux parois de verre de Gideon Holt, un avocat spécialisé en gestion de patrimoine haut de gamme sur lequel j'avais fait des recherches pendant mon attente au centre de la loterie. Gideon était un homme vif d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Quand je suis entré pour la première fois dans son hall avec mon t-shirt gris élimé et mes bottes éraflées, la réceptionniste a semblé prête à appeler la sécurité. Mais Gideon était un professionnel. Il a jeté un coup d'œil à mon relevé bancaire, a fermé la porte de son bureau et s'est mis au travail. En moins de 2 heures, Gideon avait établi une fiducie et une société à responsabilité limitée pour protéger ma vie privée tout en respectant les lois sur la divulgation et les impôts. Ma première priorité a été de me trouver un logement. Je ne voulais pas d'une villa tapa accent Graveleuil sur les hauteurs. Je voulais une forteresse. Gideon m'a aidé à acquérir un penthouse de 12 millions de dollars au cœur de la tour la plus exclusive de la ville, payé entièrement en espèces. Il disposait d'un accès par ascenseur privé, de baies vitrées du sol au plafond en verre blindé, et d'un système de sécurité plus strict qu'une base militaire. Ensuite, j'ai acheté un véhicule. J'ai évité les Ferrari et les Lamborghini. J'ai acheté un SUV Volvo XC90 haut de gamme, équipé sur mesure d'un blindage. C'était la richesse furtive. De l'extérieur, cela ressemblait à une jolie voiture familiale. De l'intérieur, c'était un tank. En milieu d'après-midi, j'ai garé ma vieille berline dans l'allée de la maison de mon enfance pour la toute dernière fois. La livraison de la nouvelle Volvo était prévue pour le lendemain, j'avais donc toujours l'allure du raté à 5 000 $. Je suis entré dans la maison et me suis dirigé directement vers ma petite chambre au fond du couloir. La plupart de mes affaires étaient déjà parties, mais il me restait quelques cartons de livres et une petite malle en cuir vintage qui avait appartenu à mon défunt père. Alors que je transportais le premier carton vers le couloir, j'ai vu Altia debout près de la cuisine. Elle tenait une paire de gros ciseaux et la pile de mes photos d'enfance qu'elle avait déchirées la veille. Elle découpait méticuleusement les cadres en bois pour les réutiliser pour une grande impression sur toile du mariage de Nolan et Sloan. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis passé devant elle. Fais attention à ne pas érafler les plaintes en sortant, a-t-elle marmonné. Nolan vient de payer pour les faire peindre. Je l'ai ignoré, transportant le carton jusqu'à mon coffre. Quand je suis retourné à l'intérieur pour prendre la malle en cuir de mon père, j'ai entendu le crissement des pneus sur l'allée enneigée. Nolan faisait marche arrière avec une berline Mercedes noire et rutilante, une voiture que je savais louer à un taux d'intérêt exorbitant. Il roulait beaucoup trop vite, la musique à fond, sans prêter la moindre attention à ses rétroviseurs. Je suis sorti par la porte d'entrée juste à temps pour entendre un craquement fort et écœurant. Nolan avait reculé sa lourde Mercedes directement dans la malle vintage de mon père, que j'avais posée près du bord de l'allée. Le magnifique cuir vieilli était déchiré et la structure en bois à l'intérieur était réduite en miettes. Nolan a pilé et a jailli de sa voiture, inspectant frénétiquement son pare-chocs arrière. « Tu te moques de moi, Beckett ?» a-t-il hurlé, le visage cramoisi. Pourquoi tu laisses tes ordures au milieu de l'allée? Si tu as rayé ma peinture, tu vas payer pour ça. Je me suis approché, fixant la malle écrasée. C'était la seule chose qu'il me restait de mon père. La colère qui s'est enflammée dans ma poitrine était brûlante et vive, mais je l'ai réprimée, l'enfouissant sous une couche de glace. Nolan a inspecté son pare-chocs, a essuyé un peu de neige et a poussé un soupir de soulagement. Il n'y avait aucun dégât sur sa précieuse voiture de location. Il a regardé la malle ruinée, puis m'a dévisagé, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Il a glissé sa main dans son portefeuille de marque, en a sorti un billet de 50 $ flambant neuf et l'a jeté sur la neige à mes pieds. Tiens, a ricané Nolan. Ça devrait couvrir ta petite boîte de brocante. Achète-toi quelque chose de sympa. Maintenant, dégage de mon allée.
Il m'a tourné le dos et est entré d'un pas fier dans la maison. Je n'ai pas crié. Je me suis baissé, j'ai ramassé le billet de 50 $ froid et mouillé, et je l'ai glissé dans ma poche. J'ai levé les yeux vers le tableau de bord de ma vieille berline. La petite caméra de bord fixée derrière le rétroviseur clignotait régulièrement d'un voyant rouge d'enregistrement. Elle avait capturé tout l'incident, clair comme de l'eau de roche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un court message à Gideon. J'ai des séquences vidéo que je dois te confier. Mon frère vient de détruire ma propriété. J'ai jeté la malle ruinée sur la banquette arrière, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. Nolan pensait pouvoir me jeter un billet de 50 $ et s'en sortir proprement. Il n'avait aucune idée que ce petit accident imprudent allait lui coûter tout ce qui lui restait. Que se passerait-il quand il réaliserait que le raté qu'il venait d'humilier était désormais l'homme le plus dangereux de la ville? 3 jours après avoir emménagé dans le penthouse de 12 millions de $, j'aimerais préciser que je m'habituais encore au silence absolu de l'endroit. Pas de cris, pas de soupirs passifs-agressifs venant de la cuisine. Pas de bruit de pas résonnant au plafond, juste de la paix. J'étais assis sur mon canapé en cuir italien, contemplant l'horizon de la ville, quand mon téléphone a sonné. C'était Sloan. J'ai failli laisser l'appel passer sur messagerie, mais la curiosité l'a emporté. « Allô, Beckett ?» La voix de Sloan était criarde, débordante d'une douceur écœurante et feinte. « Écoute, je sais que les choses étaient un peu tendues l'autre jour, mais la famille, c'est la famille. En fait, je t'ai organisé un rendez-vous arrangé. Une amie d'une amie. Elle est très terre à accent grave terre. Pile ton style. Sois au Lupatique ce soir à 19 h. Ne me fais pas honte. » Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Le château Lupatique était l'un des restaurants français les plus chers de la ville. Un seul steak y coûtait plus de 200 $. Je savais exactement ce que manigançait Sloan. Elle voulait m'humilier. Elle voulait me caser avec quelqu'un, afficher mon salaire de 5000 $ et me regarder me tortiller lorsque l'addition astronomique arriverait. J'ai regardé mon t-shirt gris élimé. J'aurais pu aller dans une boutique et m'acheter un costume à 10 000 $, mais cela aurait gâché le jeu. J'ai enfilé une chemise en flanelle propre mais visiblement usée, j'ai lacé mes vieilles bottes de travail et j'ai conduit ma nouvelle Volvo blindée en centre-ville, en la garant à quelques pâtés de maison de là pour qu'elle ne soit pas vue. Quand je suis entré dans le restaurant, le maître d'hôtel m'a jeté un regard de profond dédain, mais m'a conduit à une table d'angle. Sloan était déjà là, sirotant une coupe de champagne. Assise en face d'elle se trouvait une femme qui a immédiatement attiré mon attention. Elle avait des yeux marron chauds et intelligents, des cheveux sombres relevés par une jolie pince, et portait un chemisier émeraude simple mais élégant. Beckett. Enfin. Sloan a soupiré de manière théâtrale, consultant sa montre incrustée de diamants. Je te présente Maëv. Maëv, voici mon beau-frère, Beckett. J'ai tendu la main. Ravi de te rencontrer, Maëv. Elle l'a serré fermement, m'offrant un sourire sincère. Moi de même, Beckett. Dès que nous nous sommes assis, Sloan est passé à l'offensive. Maëv travaille dans les ressources humaines. C'est très stable, ce qui est parfait parce que Beckett, ici présent, a besoin de stabilité. Il travaille dans un entrepôt, gagne environ 5000 $ par mois. Ce n'est pas grand-chose, mais il s'en sort, n'est-ce pas, Beckett? J'ai pris mon verre d'eau. Ça paye le loyer. De justesse. Sloan a gloussé, prenant une longue gorgée de son champagne. J'ai observé Maëv. Je m'attendais à ce qu'elle paraisse mal à l'aise, peut-être qu'elle s'excuse pour aller aux toilettes et ne revienne jamais. Au lieu de cela, ses yeux se sont plissés. Elle a posé sa fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine avec un tintement sec. Elle a regardé Sloan droit dans les yeux. Médiocre, a demandé Maëv, sa voix calme, mais tranchante comme une lame. Eh bien, tu sais, a dit Sloan d'un geste de la main manucurée pour balayer la question. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur like mon Nolan. Je vois, a dit Maëv, en se penchant légèrement en avant. Dis-moi, Sloan, est-ce que l'entrepreneuriat de ton mari couvre le coût de ce sac Hermès de contrefaçon que tu portes? Parce que la couture sur la poignée est effilochée et la boucle est en laiton, pas en palladium. Un homme qui gagne honnêtement 5000 $ par mois à la sueur de son front m'impressionne bien plus qu'une femme paradant avec du faux luxe acheté à l'aide du crédit des autres.
Le visage de Sloan s'est vidé de sa couleur si rapidement qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Elle a attrapé son faux sac, s'est levée brusquement et a jeté un billet de 20 $ froissé sur la table. « Vous êtes pathétiques tous les deux », a-t-elle sifflé avant de quitter le restaurant en tempête, ses talons claquant furieusement sur le parquet. J'ai fixé Maëve dans un silence stupéfait. Puis, un rire sincère a jailli de ma poitrine. « Je crois que tu l'as démoli, ai-je dit. » Maëve a souri en reprenant son verre d'eau. « Je gère des tyrans en entreprise toute la journée. Je n'ai aucune patience pour eux dans ma vie privée. Je suis désolé qu'elle t'ait entraîné là-dedans. » « Ne le sois pas, ai-je répondu, ressentant une étrange sensation de chaleur que je n'avais pas éprouvée depuis des années. C'est la meilleure chose que j'ai vue de la semaine. Quand le serveur a apporté l'addition, le total dépassait largement les 300 $. Maëve a cherché son sac à main, mais j'ai sorti délicatement une carte et l'ai posée sur le plateau. C'était une carte en métal massif noir mat émise par ma banque privée. Elle n'avait aucune limite. Les yeux de Maëve se sont posés sur la carte, puis sont remontés vers mon visage. Elle était directrice des ressources humaines. Elle savait exactement quel type de richesse une telle carte représentait. Elle n'a pas dit un mot, mais ses yeux intelligents ont étudié ma chemise en flanelle usée avec une curiosité intense et nouvelle. « Laisse-moi t'accompagner à ta voiture », ai-je proposé. Alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit, je savais que Maëve était une variable que ma famille n'avait pas anticipée. Mas, la vraie question était, que se passerait-il quand Sloan retournerait en courant vers Altia et Nolan avec son ego meurtri? La guerre ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, c'était le 60e anniversaire d'Altia. Traditionnellement, c'était un jour où toute la famille se pliait à ses moindres caprices. La fête se déroulait dans la plus grande des 4 propriétés qu'elle venait de céder à Nolan, une immense et prétentieuse villa de banlieue. J'ai hésité à y aller. J'avais mon pantouse, mes comptes bancaires, et j'avais même envoyé quelques messages à Maëve depuis notre dîner. La vie était paisible, mais les éviter ne ferait que leur donner la satisfaction de penser qu'ils m'avaient brisé. J'y suis donc allé, mais je n'ai pas pris ma vieille berline. J'ai conduit la Volvo XC90 blindée. Je l'ai garée un peu plus bas dans la rue, masquée par un grand chêne, mais toujours visible depuis le porche d'entrée. J'ai remonté l'allée vêtue de ma veste délavée habituelle. L'intérieur de la maison était bruyant, bondé de parents éloignés et d'amis braillards de Nolan. Altia était assise dans un fauteuil en velours dans le salon, entourée d'une montagne de cadeaux emballés. Quand elle m'a vu, son expression s'est assombrie, mais elle a affiché un faux sourire pour l'assistance. « Beckett, tu es venu finalement ?» a-t-elle dit à haute voix, s'assurant que toute la pièce l'entende. « Joyeux anniversaire, maman » ai-je dit, en lui tendant une fine enveloppe blanche. Elle l'a ouverte d'un œil sceptique. À l'intérieur se trouvait un bon pour un bilan de santé médicale complet et premium dans la meilleure clinique privée de la ville. J'avais payé 2500 $ pour cela. C'était pratique, nécessaire, et cela montrait que je se souciais toujours de sa santé. Altia a jeté un coup d'œil au certificat, a levé les yeux au ciel et a balancé l'enveloppe sur une table d'appoint comme si c'était un prospectus publicitaire. Un rendez-vous chez le médecin. Quelle délicate attention. Évidemment que tu m'offrirais quelque chose d'aussi déprimant. Pile à ce moment-là, Nolan s'est avancé, tenant un grand écrin à bijoux en velours. La foule s'est tue. D'un geste théâtral, il a ouvert la boîte. À l'intérieur reposait un énorme collier étincelant. « Joyeux anniversaire, maman » a rayonné Nolan. De vrais diamants. Parce que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Altia a eu le souffle coupé, couvrant sa bouche de ses mains. Des larmes ont coulé sur ses joues alors qu'elle se levait et jetait ses bras autour du cou de Nolan. « Oh, mon magnifique garçon. Tu es trop bon avec moi. Tu es ma fierté et ma joie. » Je me tenais à quelques pas de là, observant le spectacle. Je n'avais pas besoin d'un œil d'expert pour voir la vérité. Le métal était trop brillant. Les pierres projetaient des éclats arc-en-ciel au lieu d'une lumière blanche. C'était de l'oxyde de zirconium, du faux, qui avait probablement coûté moins de 200 $ dans un kiosque de centre commercial. Mais je n'ai rien dit. Le contraste était d'une ironie amère. Le raté à 5000 $ offrait un examen médical capable de lui sauver la vie, tandis que l'entrepreneur millionnaire achetait du verre bon marché. Et pourtant, c'était le verre qui était vénéré. Me sentant étouffé par l'hypocrisie,
je me suis éclipsé par la porte arrière et j'ai contourné la maison pour prendre l'air. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir à nouveau. Je suis resté caché dans l'ombre des haies. Nolan est sorti, une cigarette pendante aux lèvres. Il avait l'air stressé, se frottant furieusement la nuque. Il a descendu l'allée, et c'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Ma Volvo XC90. Elle était garée sous le lampadaire, la peinture métallisée sombre brillant dans la lumière froide. Nolan s'est arrêté net. Il s'y connaissait en voiture. Il savait que ce SUV coûtait plus de 80 000 $, même sans le blindage. Il a tourné autour, scrutant à travers les vitres teintées. J'ai vu son visage se crisper. Ce n'était pas seulement de la confusion. C'était de la jalousie pure et simple. Sa propre Mercedes était en leasing. Ses affaires battaient de l'aile. Et voilà qu'un tank de luxe flambant neuf était garé près de sa maison. Il a supposé qu'il appartenait à l'un de ses riches invités, mais cette vision a clairement enragé son ego fragile. Nolan a pris une dernière bouffée de sa cigarette, a jeté le mégot dans la neige, puis a fait quelque chose d'incroyablement stupide. Il a plongé la main dans sa poche, en a sorti ses clés de maison, et a traîné la pointe métallique dentelée sur toute la longueur de la portière passager de la Volvo, laissant une rayure blanche, profonde et laide sur la peinture impeccable. Il a souri, a remis ses clés dans sa poche et est retourné dans la maison. Je suis sorti de l'ombre, fixant la longue ligne en taillant mon véhicule. Je n'ai pas hurlé. Je ne me suis pas précipité à l'intérieur pour lui coller mon poing sur la mâchoire. Je me suis simplement approché de la voiture, je l'ai déverrouillée avec mon téléphone et j'ai accédé à l'interface de la caméra de bord sur la console centrale. Le mode sentinelle de la caméra latérale l'avait filmé dans une vidéo haute définition d'une clarté absolue. L'expression satisfaite sur son visage, la clé à la main, le bruit du métal raclant le métal. J'ai téléchargé le clip, je l'ai joint à un message et je l'ai envoyé à Gideon. Dégradation matérielle. Ajoute ça au dossier. Nolan pensait égratigner l'ego d'un riche invité anonyme. Il n'avait aucune idée qu'il venait de donner l'arme parfaite à un milliardaire. À quel point l'enfant chéri allait-il tomber de haut lorsque les conséquences de son arrogance le rattraperaient enfin. L'hiver s'est étiré, en février, les fissures de l'empire fictif de Nolan ont fini par en briser les fondations. Le marché immobilier local a subi un effondrement soudain et brutal. La nouvelle a d'abord fait la une des journaux locaux, puis a alimenté les rumeurs du quartier. J'étais assis dans mon penthouse, buvant une tasse de café qui avait enfin le goût de grain torréfié plutôt que de terre brûlée, quand le téléphone a sonné. C'était Altia. Elle ne m'avait pas appelé depuis son anniversaire. Beckett, a-t-elle halté. Sa voix n'était ni arrogante ni moqueuse. Elle était aiguë, tremblante de panique. Beckett, tu dois nous aider. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, maman, ai-je demandé, d'une voix parfaitement neutre. C'est Nolan. Les maisons. Celles du district sud, les fondations s'effondrent. Les inspecteurs de la ville l'ont déclarée insalubre. Il ne peut pas la vendre et il l'a utilisée comme garantie pour un énorme prêt commercial. La banque exige le remboursement. Beckett, il va tout perdre. J'ai pris une longue gorgée de mon café. C'est fâcheux, mais Nolan est un entrepreneur. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. Ne fais pas l'insolent, a-t-elle hurlé, la panique cédant la place à sa colère habituelle. Il a besoin de liquidités. Immédiatement. Il lui faut 80 000 $ d'ici demain pour stopper la procédure de saisie. Je sais que tu as un bon dossier de crédit. Tu as épargné grâce à ton travail à l'entrepôt depuis des années. Tu dois aller à la banque, contracter un prêt personnel et le donner à ton frère. J'ai eu un rire franc, un son court et sec qui a semblé résonner dans l'immense pentouse vide. Voyons si j'ai bien compris. Il y a 3 mois, tu as jeté 4 actes de propriété sur la table basse, tu les lui as tous donnés, et tu m'as dit que si je partais de cette maison, je n'aurais rien d'autre que du vent à manger. Tu m'as dit que j'étais inutile parce que je ne gagnais que 5 000 $ par mois. Et maintenant, tu veux que je mette en jeu toute ma misérable existence pour renflouer le millionnaire? C'est ton frère, a sangloté Altia, tentant d'utiliser la culpabilité comme une arme. Le sang est plus dense que l'eau. Tu dois faire un sacrifice pour la famille. Je mange du vent, maman, ai-je dit froidement. Je n'ai pas 80 000 $ pour un type qui possède 4 maisons. Dis-lui de vendre sa Rolex.
J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, l'assaut numérique a commencé. Mon téléphone a vibré si rapidement qu'il a failli glisser du comptoir de cuisine en granit. Les intermédiaires dociles avaient été mobilisés. Oncle Vaughn, espèce de sale gosse égoïste. Ton frère se noie et tu lui tournes le dos. Tu n'es plus mon neveu. Cousine Sarah, comment peux-tu dormir sur tes deux oreilles en sachant que ta mère se rend malade de chagrin à cause de ça? Tu es sans cœur. Oncle Vaughn, tu paieras pour ce karma, Beckett, crois-moi. J'ai balayé les notifications, ressentant un profond sentiment de confirmation. Ils ne se souvenaient que j'étais de leur famille que lorsqu'ils avaient besoin d'un bouclier humain pour assumer leurs erreurs. Au moment où j'allais éteindre mon téléphone, un appel de Gideon est arrivé. « Bonjour, Monsieur Holt », ai-je répondu. « Bonjour, Beckett », a dit la voix fluide et professionnelle de Gideon dans le haut-parleur. « J'ai surveillé la situation financière de votre frère comme demandé. Les 80 000 $ mentionnés par votre mère ne sont qu'une simple menace de saisie bancaire. C'est une goutte d'eau dans l'océan. J'ai creusé davantage dans les sociétés écrans qu'il dirige. Nolan a emprunté auprès de prêteurs privés non réglementés, spécifiquement un syndicat local dirigé par un homme nommé Callum. Nolan leur doit 2,5 millions de $, et la dette arrive à échéance cette semaine. Je me suis levé, me dirigeant vers la baie vitrée qui dominait la ville loin en dessous. 2,5 millions. Tout à fait, a d'accord Gideon. Le syndicat de Callum cherche à céder la dette à une agence de recouvrement tierce pour limiter ses risques. Les titres circulent sur le marché noir en ce moment. Je n'ai même pas eu à y réfléchir. Achète-la, Gideon. Rachète la dette. Utilise la société écran que tu veux. Je veux posséder le moindre centime que Nolan doit. C'est comme si c'était fait, patron, a répondu Gideon. J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel gris et couvert. Nolan pensait lutter contre des fondations qui s'effondraient et une saisie bancaire. Il ne réalisait pas que le sol s'était déjà dérobé sous ses pieds. Je possédais sa dette. Je possédais son avenir. Que se passerait-il quand l'enfant chéri réaliserait que le frère raté qu'il méprisait tenait désormais la laisse de sa vie entière? Le paroxysme des délires de Nolan est survenu 3 jours plus tard. C'était un dimanche après-midi. Malgré la chute libre financière, Altia avait insisté pour organiser un dîner de solidarité familiale dans sa maison d'origine, tentant de sauver les apparences devant les parents éloignés. Je n'avais pas été invité, mais Gideon m'avait informé que Callum, l'usurier qui détenait initialement la dette de Nolan, s'impatientait et devenait imprévisible. Même si ma société écran finalisait le rachat de la dette, Callum avait décidé de rendre une visite personnelle à Nolan pour lui envoyer un message. Je m'y suis rendu en voiture, garant ma Volvo blindée à un demi-pâté de maison de là, et j'ai remonté l'allée juste au moment où 3 colosses intimidants en veste de cuir épaisse enfonçaient la porte d'entrée. Je me suis glissé à l'intérieur derrière eux, me fondant dans le chaos. Le salon offrait un spectacle de terreur absolue. L'oncle Vaughn était collé contre le mur, se tenant la poitrine. Sloan hurlait de manière hystérique, caché derrière le canapé. Altia était figée dans son fauteuil, le visage livide. Au centre de la pièce se tenait Callum. C'était un homme massif, la mâchoire balafrée et le regard d'un froid mortel. Il tenait Nolan par le col de sa chemise de marque de luxe, bien que froissé, le maintenant suspendu sur la pointe des pieds. « Tu m'avais dit que tu avais l'argent, Nolan », a grondé Callum, sa voix vibrant de menace. « Tu m'avais dit que les maisons couvriraient la dette. Les maisons ne valent rien. Tu dois 2,5 millions de $ à mes associés et ton temps est écoulé. Je peux l'obtenir, a bafouillé Nolan, le visage virant au violet alors qu'il peinait à respirer. Donne-moi juste un autre mois. Le marché va rebondir. Callum a ri, d'un ricanement sec et rauque. Il a projeté Nolan au sol comme une poupée de chiffon. Nolan a rampé à reculons, ses yeux balayant frénétiquement la pièce, cherchant désespérément une issue. Son regard s'est posé sur moi, qui me tenais tranquillement près de l'entrée. La peur dans les yeux de Nolan s'est instantanément transformée en un calcul lâche et écœurant. Il a pointé un doigt tremblant droit vers ma poitrine. « Prenez-le » a hurlé Nolan, la voix brisée par le désespoir. « C'est mon frère. Il est jeune. Il est en bonne santé. Il travaille dans un entrepôt. Il est fort. Faites-le travailler dans un de vos ateliers clandestins. Prenez ses reins. Faites ce que vous voulez.
Il paiera la dette pour moi. Laissez-moi juste partir. Toute la pièce a plongé dans le silence. Seul le bruit de la respiration saccadée de Sloan emplissait l'espace. J'ai regardé Althea, ma mère, la femme qui m'avait mis au monde. Elle m'a regardé, puis a regardé les brutes violentes, et elle a fermé les yeux. Elle n'a pas dit un mot. Elle était prête à me laisser emmener et massacrer si cela pouvait sauver son garçon chéri. Un calme glacial et profond m'a envahi. Le tout dernier fil microscopique de loyauté familiale que je gardais dans mon cœur s'est brisé, s'évanouissant dans le néant. Callum s'est retourné lentement, ses lourdes bottes martelant le parquet. Il m'a dévisagé, me jaugeant. Je suis resté parfaitement immobile, les mains négligemment enfoncées dans les poches de ma veste. Je n'ai pas bronché. Les yeux de Callum se sont plissés en observant mon visage. Il a penché la tête. Une lueur de confusion a traversé ses traits balafrés, suivie instantanément d'un regard de panique pure et absolue. Callum s'était rendu au bureau de Gideon la veille pour finaliser le transfert de la dette à ma société écran. Il m'avait vu sortir de l'ascenseur privé de Gideon. Il savait exactement qui j'étais. Et plus important encore, il connaissait le type de richesse et de pouvoir que je représentais en coulisses. Si vous étiez à ma place face à l'homme qui vient d'essayer de vendre vos organes à un usurier, que feriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires avant de lire la suite. Callum a soudainement abandonné sa posture agressive. Il a reculé d'un demi-pas, nerveusement, essuyant ses mains massives sur son jean. Il a rapidement comblé la distance entre nous, mais au lieu de m'attraper par le col, et s'est arrêté à 1 mètre de moi et s'est incliné dans une révérence rigide à 90 degrés. Monsieur Lynn, je veux dire, patron, a bafouillé Callum, la voix tremblante. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que ce rat pathétique était votre frère. S'il vous plaît, pardonnez cette intrusion. Nous partons immédiatement. La mâchoire de Nolan a décroché si bas qu'on aurait dit qu'elle allait se déboîter. Les yeux d'Althea se sont écarquillés sous le choc. Sloan a jeté un coup d'œil par-dessus le canapé, le visage tordu par une stupéfaction absolue. J'ai sorti mes mains de mes poches. J'ai regardé Callum, puis j'ai regardé au-delà de lui, là où Nolan se recroquevillait sur le sol dans une flaque qu'il avait lui-même provoquée. Tu te trompes, Callum, ai-je dit, ma voix coupant le silence de la pièce comme un scalpel. Je n'ai pas de frère. Cet homme ne représente rien pour moi. Continue ton recouvrement. Exactement comme la loi et vos règles le permettent. J'ai tourné les talons et j'ai franchi la porte d'entrée, laissant Nolan hurler mon nom en arrière-plan. Le piège s'était refermé, mais la véritable explosion attendait encore dans mon pantouse. Que feront-ils lorsqu'ils découvriront que le raté à 5 000 $ possède désormais leur existence même? Les retombées de l'incident avec les usuriers ont été rapides et tout à fait prévisibles. Ma mère et mon frère étaient poussés par un cocktail toxique de terreur pure et d'un sentiment d'impunité aveugle. Ils avaient vu Callum, un homme dangereux qui tenait la vie de Nolan entre ses mains, s'incliner devant moi comme devant un roi. Au lieu de prendre un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle un homme qu'ils considéraient comme un raté inspirait un tel respect, leurs esprits tordus ont sauté sur la conclusion la plus commode. Ils se sont convaincus que j'avais réussi d'une manière ou d'une autre à m'attirer les faveurs d'un patron fortuné, faisant peut-être du sale boulot clandestin pour un syndicat puissant, et que je vivais dans un appartement de fonction comme un simple coursier glorifié. Ils ont décidé que, puisque j'avais des relations, il était de mon devoir familial d'utiliser ces contacts pour éponger la dette de 2,5 millions de dollars de Nolan. Il leur a fallu 3 jours pour me retrouver. J'avais intentionnellement laissé une piste d'indice en remplissant un formulaire de changement d'adresse à la poste, sachant que leur désespoir les mènerait droit à ma porte. Je voulais qu'ils viennent. Je voulais qu'ils voient la réalité qu'ils avaient rejetée. C'était un mardi après-midi. Je me tenais dans le vaste salon baigné de soleil de mon Pantouse, dominant la ville animée en contrebas, lorsque l'interphone de sécurité a sonné. Le concierge, un homme d'ordinaire imperturbable prénommé Henry, avait l'air sincèrement bouleversé. Il m'a informé que 3 personnes prétendant faire partie de ma famille proche provoquaient un scandale monumental dans le grand hall. Il menaçait d'appeler la presse, hurlait que je les abandonnais et exigeait qu'on les conduise à ma résidence. J'ai ordonné à Henry de leur donner accès à l'ascenseur privé. Mais j'ai aussi envoyé un SMS rapide à Gideon, qui travaillait dans le bureau privé au bout du couloir avec 2 membres de mon équipe de sécurité personnelle. Les lourdes doubles portes en chaîne de mon Pantouse se sont ouvertes avec fracas. Nolan est entré le premier,
le visage rouge, sa chemise de créateur froissée et tachée de sueur. On aurait dit un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Sloan le suivait de près, ses yeux fuyants comme ceux d'un animal affamé qui flaire de la nourriture. Altia fermait la marche, s'appuyant lourdement sur sa canne, le visage tordu par un masque familier d'indignation vertueuse. Ils ont fait exactement 3 pas dans le hall d'entrée avant que l'immensité de l'endroit ne les stoppe net dans leur élan. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que tout le premier étage de la maison dont ils m'avaient chassé. Du marbre italien sur mesure s'étendait sous leurs pieds, captant la lumière naturelle qui entrait par les baies vitrées. Un lustre en cristal était suspendu au-dessus d'eux. Des œuvres d'art originales et onéreuses ornaient les murs. La mâchoire de Sloan a littéralement décroché. Elle a fixé un authentique vase Ming antique posé sur un piédestal près de l'entrée. Ses yeux se sont agrandis, évaluant le coût de chaque objet présent dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, a-t-elle chuchoté, l'hostilité temporairement effacée de sa voix par un émerveillement pur et absolu. Beckett, à qui est cette maison? Tu gardes la maison d'un chef de la mafia? Nolan a surmonté son choc initial, bombant le torse en se dirigeant vers le salon. Je me fiche de savoir à qui est cette maison, a-t-il hurlé, sa voix résonnant sous les hauts plafonds. Écoute-moi bien, espèce de sale gosse ingrat. Tu vas appeler cette brute de Callum tout de suite. Tu vas dire à ton patron de rembourser ma dette. Tu me dois bien ça. On est du même sang. Altia a pointé un doigt tremblant vers moi. Ton frère est au bord de la ruine. Si tu as ce genre d'influence, tu aurais dû l'utiliser dès qu'il a eu des ennuis. Comment oses-tu te cacher ici dans le luxe pendant que ta famille souffre? Je n'ai pas bougé. Je suis resté près de la fenêtre à les regarder se décomposer. Je ne te dois pas un seul souffle, Nolan, et je ne te dois certainement pas 2,5 millions. Sloan a rapidement retrouvé sa rage venimeuse habituelle. Elle s'est dirigée vers le piédestal et a attrapé le vase Ming à 2 mains, le soulevant d'un air menaçant. Tu écoutes ta mère, espèce de raté sans valeur. Si tu n'écartes pas ces brutes de ton frère tout de suite, je vais briser la moindre babiole de luxe dans ton petit appartement bidon. Je vais tellement saccager cet endroit que ton patron va te jeter à la rue, là où est ta place. Avant même qu'elle ne puisse lever le vase plus haut, les lourdes portes en acajou du bureau ont glissé. Gideon est sorti, flanqué de 2 agents de sécurité imposants vêtus de costumes noirs impeccables. Gideon a ajusté ses lunettes coûteuses, son expression d'un calme remarquable. Posez ce vase, madame, a dit Gideon, la voix calme mais empreinte d'une autorité indiscutable. Si vous le faites tomber, vous serez redevable d'une somme d'argent qui dépasse la valeur combinée du portefeuille immobilier en ruine de votre mari. Sloan s'est figé, la lourde céramique tremblant entre ses mains. Elle l'a lentement reposé sur le piédestal, reculant tandis que les 2 gardes entraient dans le salon, formant une barrière physique entre ma famille et moi. Qui diable êtes-vous, a exigé Nolan, bien que sa voix ait légèrement déraillé à la vue des gardes. Vous êtes le patron de Beckett? Je ne suis pas son patron, a interrompu calmement Gideon. Je suis son avocat. Mon nom est Gideon Holt et vous, Nolan, êtes actuellement en train de violer la propriété privée de mon client. Altia a laissé échapper un rire moqueur et strident. Sa propriété? Ne me fait pas rire. Il gagne $5,000 par mois à emballer des cartons. Il est impossible qu'un raté comme lui puisse seulement payer les impôts fonciers sur le paillasson de cet immeuble. Faites venir le vrai propriétaire ici. Gideon n'a pas souri, mais une lueur de profonde satisfaction a brillé dans ses yeux. Il a glissé sa main dans sa veste de costume sur mesure et en a sorti une liasse de documents juridiques. Mon client est le seul propriétaire de cette résidence de $12 millions. Payé en totalité, a déclaré Gideon, tendant une feuille de papier vers Nolan, qui a refusé de la prendre. Le papier a voltigé jusqu'au sol en marbre. De plus, je suis ici pour vous signifier une mise en demeure formelle. Nous déposons une plainte au civil contre vous, Nolan, pour destruction volontaire de propriété privée. Nous disposons d'une preuve vidéo en haute définition montrant que vous avez rayé avec une clé le SUV blindé de mon client la semaine dernière. Les coûts de réparation sont considérables. Le visage de Nolan s'est vidé de sa couleur. Il a fixé le papier au sol, les mots « mise en demeure » sautant à ses yeux. SUV blindé. $12 millions. De quoi parlez-vous? Il est fauché. Il était fauché, l'a corrigé doucement Gideon, avant que vous ne le mettiez à la porte. Maintenant,
Je vous conseille à tous de quitter ces lieux avant que je ne demande à la sécurité de vous escorter dehors par la force. Altia a serré sa canne, ses articulations blanchissant. Elle m'a fusillé du regard, sa poitrine se soulevant. Vous mentez. Vous mentez tous. Vous pensez nous faire peur avec de faux avocats et des costumes loués? Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie. Tu feras ce que je te dis, ou je m'assurerai que tout le monde en ville sache quel monstre sans cœur tu es. Tu peux le dire à qui tu veux, maman, ai-je enfin dit, ma voix froide et stable. Mais avant d'aller voir la presse, tu devrais regarder de plus près ce que tu as rejeté pour un homme qui s'apprête à finir derrière les barreaux. Je me suis approché de la table basse en verre et j'ai pris un épais dossier relié en cuir. Le temps de la dissimulation était révolu. Le piège était entièrement tendu, et il était temps de laisser les mâchoires d'acier se refermer. Le silence dans le pantouse était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Le seul bruit était le léger ronronnement du chauffage central et la respiration saccadée et paniquée de Sloan. Je me tenais de l'autre côté de la table basse en verre, tenant le dossier en cuir. J'ai regardé ces trois personnes qui s'étaient données pour mission dans la vie de s'assurer que je me sente petit, insignifiant et indigne de la décence humaine la plus élémentaire. Ils avaient construit toute leur identité sur l'illusion que Nolan était un titan de l'industrie et que j'étais la saleté sous ses chaussures de cuir onéreuses. Il était temps de briser cette illusion en 1 million de morceaux irréparables. Vous voulez savoir comment j'ai acheté cet endroit, ai-je dit, ma voix étant à peine plus forte qu'un murmure, mais elle a résonné dans toute l'immense pièce. Vous voulez savoir pourquoi un usurier s'est incliné devant moi. Vous voulez savoir quel argent me protège. J'ai ouvert le dossier et en ai sorti le premier document. C'était une photographie haute résolution en couleur. Je l'ai jetée sur la table en verre. Elle a glissé pour s'arrêter juste devant Altia. C'était une photo du ticket de loterie gagnant. Les numéros étaient nets et bien visibles. Tout en haut, l'en-tête indiquait « Premier prix du grand loto ». Altia s'est penchée en avant, plissant les yeux pour essayer de comprendre ce qu'était ce papier. Un ticket de loterie? Tu essaies de nous faire peur avec un morceau de carton? Regarde de plus près, ai-je ordonné calmement. Ensuite, j'ai sorti le reçu d'encaissement officiel, estampillé du lourd sceau rouge du centre de gestion de la loterie d'État. Je l'ai posé délicatement à côté de la photographie. L'encre noire et grasse déclarait le montant du prix, 250 millions de dollars. La date d'encaissement était clairement imprimée. Le matin exact après qu'ils m'eurent chassé de la maison dans la neige glaciale. Sloan a été la première à réaliser ce qu'elle regardait. Ses yeux se sont écarquillés au point de sembler vouloir sortir de leurs orbites. Son regard est passé du tampon rouge à la suite de 0, puis est revenu vers mon visage. Ses jambes, vêtues de bottes de créateur onéreuses, ont soudainement fléchi. Elle s'est effondrée à la renverse, ses talons au glissant inutilement sur le marbre poli, heurtant le sol dans un bruit lourd et indigne. Elle est restée assise là, les mains sur la bouche, secouant la tête de gauche à droite dans un déni farouche. Nolan s'est avancé, bousculant sa mère. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine ramasser le reçu d'encaissement. Le papier bruissait bruyamment entre ses doigts tremblants. Il a lu les chiffres encore et encore, ses lèvres bougeant en silence tandis qu'il comptait les zéros. 250 millions, a articulé péniblement Nolan. Sa gorge a émis un bruit de déglutition étouffé, comme s'il avait oublié comment avaler. Une grosse goutte de sueur a perlé sur son front, lui piquant l'œil, mais il n'a pas scié. Il a simplement fixé le papier comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Enfin, j'ai sorti le troisième document. C'était un relevé bancaire certifié d'un compte offshore privé, imprimé sur un papier filigrané épais. Je l'ai déposé sur le ticket de loterie. Le solde final après les déductions fiscales massives s'affichait dans une police nette et indiscutable, 145 millions de dollars. Altia n'a pas touché au papier. Elle n'en avait pas besoin. L'effondrement physique total de son enfant chéri et de sa belle-fille Snob lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Son visage s'est vidé de sa couleur, la faisant paraître grise et vieille. Elle s'est pris la poitrine, sa respiration devenant courte et rapide. Elle m'a fixé, ce fils qu'elle avait jugé inutile, ce fils qu'elle avait rejeté sans un second regard. Toi, a balbutié Altia, d'une voix faible et fragile. Tu avais ça quand nous étions dans le salon, quand j'ai donné les maisons à ton frère? Tu avais ça dans ta poche. Oui, ai-je répondu simplement.
Je me tenais dans cette pièce avec $250 million dans ma poche et je t'ai demandé de but en blanc qui s'occuperait de ton avenir, et tu m'as dit de partir et que je n'aurais rien d'autre que du vent à manger. Nolan a reposé le reçu sur la table. Il a levé les yeux vers moi, le regard empli d'un mélange chaotique de terreur et d'un espoir écœurant et désespéré. Il a même essayé de forcer un sourire. C'était l'expression la plus grotesque et contre nature que j'ai jamais vue. Beckett, a coassé Nolan, faisant un pas hésitant en avant, les mains levées dans un geste d'apaisement. Petit frère, c'est incroyable. Tu as réussi. On est riche. La famille est sauvée. On peut rembourser Callum tout de suite. On peut réparer les fondations des nouvelles maisons. On peut bâtir un empire ensemble. Juste toi et moi, frérot. Je l'ai dévisagé, ressentant un profond sentiment de dégoût. Il n'y a pas de nous, Nolan. Tu l'as rendu parfaitement clair quand tu as essayé de vendre mes organes à un usurier pour sauver tes propres fesses. J'ai paniqué, a hurlé Nolan, le faux sourire s'évanouissant pour laisser place à une panique pure. Je ne le pensais pas. Il allait me tuer. Beckett, tu dois comprendre. Je suis ton frère. Je me suis tourné vers Gideon en lui faisant un léger signe de tête. Gideon s'est avancé, sortant un dernier document de sa veste. En fait, Nolan, mon client s'est déjà occupé de votre situation avec le syndicat de Callum. Le visage de Nolan s'est illuminé d'un soulagement immense. Il a laissé échapper un grand rire hystérique, tombant à genoux. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je savais que tu ne me laisserais pas mourir, Beckett. Je savais que tu avais un cœur. Merci. Merci. Sloan s'est relevé précipitamment, des larmes de joie coulant sur son maquillage ruiné. Oh, Beckett, nous sommes tellement désolés pour tout. Nous allons nous rattraper auprès de toi. Je te jure que nous t'inviterons à dîner tous les soirs. Je les ai regardés célébrer leur salut imaginaire pendant 10 longues secondes actives. Je les ai laissés ressentir la chaleur de l'espoir. Puis j'ai versé de l'eau glacée sur leurs âmes. Je n'ai pas remboursé ta dette, Nolan, ai-je dit doucement. Le rire s'est étranglé dans la gorge de Nolan. Il a levé les yeux vers moi depuis le sol, le regard ébahi de confusion. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? L'avocat vient de dire que tu t'en étais occupé. Je ne l'ai pas remboursé, ai-je répété, me penchant sur la table en verre pour plonger mon regard directement dans ses yeux terrifiés. Je l'ai racheté. Le syndicat de Callum a vendu la créance à une société holding sur le marché noir. Ma société holding. Les 2,5 millions de dollars que tu dois? Tu ne les dois plus à la pègre, Nolan. Tu me les dois à moi. Le silence est revenu, plus lourd et plus étouffant qu'auparavant. Et contrairement à Callum, ai-je poursuivi, ma voix résonnant comme celle d'un juge prononçant une sentence de mort, je ne veux pas de tes organes. Je veux mon argent. Je le veux avec des intérêts. Et j'utiliserai la moindre voie légale, chaque loi sur les saisies immobilières et chaque protocole de saisie d'actifs pour te dépouiller jusqu'aux vêtements que tu as sur le dos. Tu vas perdre les maisons, les voitures, les fausses montres, et chaque centime que tu as volé à cette famille. Altia a poussé un gémissement aigu et saccadé, enfouissant son visage dans ses mains. Sloan a reculé vers la porte en secouant la tête, murmurant « Non, 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 encore et encore ». Nolan est resté à genoux, figé comme une statue, fixant l'abîme qu'il avait creusé pour lui-même. Gideon, ai-je dit, leur tournant le dos pour marcher vers la baie vitrée afin de regarder les nuages d'orage s'accumuler sur la ville. Fais évacuer ces intrus par la sécurité. S'ils résistent, appelle la police. Si je pensais que révéler la vérité les ferait disparaître tranquillement dans la nuit, je sous-estimais gravement l'audace pure des parents toxiques. Face à des narcissiques, la vérité n'est pas un frein. C'est simplement un obstacle qu'ils pensent pouvoir contourner par la manipulation. 2 jours après l'incident dans mon Pentouse, mon téléphone a reçu une invitation d'agenda. Elle avait été envoyée par l'oncle Vaughn, le patriarche autoproclamé de notre famille élargie. Le titre de l'événement était simple, guérison familiale et médiation. Le lieu était un grand salon privé dans un restaurant italien de milieu de gamme en centre-ville. Le message d'accompagnement était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle, affirmant que la famille devait se réunir pour panser les blessures, pardonner les transgressions passées et sauver Nolan d'une pente glissante. Ils allaient me tendre un piège. Ils avaient rassemblé leurs relais dociles, chaque tante,
oncle et cousin ayant un jour bénéficié des faveurs d'Altia ou de la fausse générosité de Nolan. Il comptait me faire un procès devant un public, utilisant la pression du groupe, la culpabilité et la loyauté familiale pour me contraindre à signer un chèque. J'ai décidé d'y aller, mais je n'allais pas être l'accusé. J'allais être le bourreau. Je suis arrivé au restaurant pile à l'heure, vêtu d'un costume noir ajusté de grande marque qui coûtait plus cher que la plupart des voitures sur le parking. Quand je suis entré dans le salon privé, les bavardages se sont instantanément tus. Il y avait environ 30 personnes assises autour d'une longue table de banquet. L'air sentait le pain à l'ail bon marché et la sauce marinara. En bout de table siégeait l'oncle Vaughn, l'air incroyablement sévère et moralisateur. À sa droite était assise Altia, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, jouant à la perfection le rôle de la matriarche au cœur brisé. Nolan et Sloan étaient assis vers le milieu, l'air éprouvé mais provocateur. L'oncle Vaughn s'est levé, tapotant une cuillère contre son verre d'eau. « Beckett, nous sommes heureux que tu aies décidé de te joindre à nous. Assieds-toi. » Je ne me suis pas assis. Je me suis dirigé vers le petit meuble audiovisuel près du coin de la pièce, que le restaurant utilisait pour les présentations d'entreprise. J'ai sorti une petite clé USB argentée de ma poche. Avant de commencer cette médiation, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce silencieuse, j'ai apporté une présentation personnelle. Je pense qu'elle fournira un contexte bien nécessaire aux discussions de ce soir. J'ai branché la clé USB sur l'ordinateur portable et l'ai connectée au grand écran de projection à l'avant de la salle. L'oncle Vaughn a froncé les sourcils, croisant les bras. Beckett, ce n'est pas une réunion d'entreprise. C'est une affaire de famille, une affaire de sang. Ton frère a fait des erreurs, certes, mais tu as reçu une fortune extraordinaire. C'est la volonté de Dieu que tu utilises cette bénédiction pour sauver ta mère de la rue et ton frère de la ruine. Tu ne peux pas tourner le dos aux personnes qui t'ont élevé. Qui m'ont élevé? Ai-je répété, appuyant sur la barre d'espace de l'ordinateur portable. Parlons de la façon dont j'ai été élevé. L'écran a clignoté pour s'allumer. Les haut-parleurs de la pièce ont grésillé. Le premier média n'était pas une vidéo, mais un enregistrement audio d'une clarté parfaite que j'avais capturé sur mon téléphone lors de la fameuse scène de transfert des maisons. Plusieurs tantes ont bougé sur leurs chaises, mal à l'aise. Altia a baissé son mouchoir, son visage virant au rouge vif sous l'effet de la colère. J'ai de nouveau appuyé sur la barre d'espace. L'écran est passé aux images d'une clarté cristalline de la caméra de bord, datant de la nuit de l'anniversaire d'Altia. La vidéo montrait Nolan, l'air férocement jaloux, prendre ses clés de maison et rayer délibérément le flanc de mon SUV tout neuf. Des exclamations étouffées ont parcouru la famille. Un cousin à l'arrière a chuchoté, il a rayé la voiture de son propre frère. Nolan s'est enfoncé dans sa chaise, fixant intensément son assiette de pâtes froides. Mais ce ne sont que des dégâts matériels, ai-je dit, m'éloignant de l'ordinateur pour marcher lentement le long de la table. L'oncle Vaughn parle de sang. Il parle de loyauté familiale. Voyons à quel point la loyauté de Nolan va loin quand les choses se gâtent. J'ai appuyé sur le bouton d'une petite télécommande. La dernière vidéo s'est lancée. C'étaient les images de sécurité que j'avais obtenues des caméras installées dans le salon d'Altia. Des caméras que Nolan lui-même avait installées des mois auparavant pour surveiller le personnel de ménage, ignorant que l'équipe technique de Gideon avait requis l'accès au stockage cloud lors de la procédure d'acquisition de la dette. La vidéo montrait le moment terrifiant où Callum et ses brutes entraient de force dans la maison. On y voyait Nolan se recroqueviller au sol, puis l'audio démarrait, fort et indiscutable. Prenez-le. C'est mon frère. Il est jeune. Il est en bonne santé. Il travaille dans un entrepôt. Il est fort. Faites-le travailler dans un de vos ateliers clandestins. Prenez ses reins. Faites ce que vous voulez. Il paiera la dette pour moi. Laissez-moi juste partir. Le restaurant a sombré dans un silence de mort. Le genre de silence qui siffle dans les oreilles. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. La réalité purement grotesque de Nolan proposant de faire massacrer son propre frère pour prélever ses organes a brisé la moindre illusion dans la pièce. L'oncle Vaughn est resté bouche bée. Il a regardé Nolan, puis est revenu à l'écran, son visage prenant une teinte pâle et maladive. Toute sa colère bien pensante s'était envolée, remplacée par une horreur profonde. J'ai contemplé cette mère de visage choqué. Voilà l'homme que vous voulez que je sauve.
Un homme qui vendrait mes organes internes à un usurier pour payer sa Mercedes de location. Est-ce que quelqu'un ici veut encore me parler des liens sacrés de la famille? Personne n'a prononcé un mot. Les messagers dociles étaient définitivement neutralisés. Soudain, le grincement strident d'une chaise en bois raclant le sol a brisé le silence. Sloan s'est levé brusquement, son visage figé dans un masque de terreur et de dégoût pur. Elle a toisé Nolan comme s'il s'agissait d'un cafard. Elle avait toléré ses dettes, ses mensonges et sa fausse richesse. Mais être associé à un homme pris en train d'essayer de vendre des organes humains à la mafia était une limite que même sa moralité corrompue ne pouvait franchir. C'est fini, a hurlé Sloan, attrapant son manteau et son sac à main. Elle a pointé un doigt tremblant vers Nolan. Tu es un monstre. Tu vas aller en prison, et je ne vais pas couler avec toi. Je demande le divorce dès demain. Elle s'est retournée et s'est précipitée hors du restaurant, les lourdes portes se refermant bruyamment derrière elle. J'ai regardé Althea, qui pleurait de manière incontrôlable, réalisant que son enfant prodige était désormais publiquement démasqué comme un sociopathe. J'ai débranché ma clé USB, boutonné ma veste de costume et je suis sorti, les laissant assis au milieu de la décharge toxique qu'ils avaient eux-mêmes créée. Avec sa réputation détruite, sa femme demandant le divorce et une dette de 2,5 millions de dollars suspendue au-dessus de sa tête comme une enclume, Nolan était acculé. Et un rat acculé est toujours extrêmement dangereux. Il savait que je ne bluffais pas concernant la saisie des maisons. Gideon avait déjà déposé les documents. La banque avait gelé les comptes professionnels de Nolan, et les murs se refermaient rapidement sur lui. Mais Nolan, fidèle à sa nature, n'a pas cherché à réparer ses torts ni à faire face aux conséquences. Il a cherché un raccourci. Il a cherché une victime. Et puisqu'il ne pouvait plus m'atteindre, il s'est tourné vers la seule personne qu'il aimait encore aveuglément, Althea. C'était un jeudi matin frisquet. J'étais dans une salle de conférence en haute altitude avec Gideon, passant en revue les derniers documents de saisie d'actifs, quand le téléphone de Gideon a sonné. C'était un contact qu'il avait placé dans la succursale locale de la banque régionale où ma mère conservait ses économies de retraite et les liquidités restantes de la succession de mon père, soit environ 300 000 $. Gideon a écouté attentivement un instant, son expression s'assombrissant. Il a raccroché et m'a regardé de l'autre côté de la table. Nolan passe à l'action, a d'accord Gideon d'un ton sombre. Il est actuellement assis dans le bureau du directeur de l'agence bancaire de votre mère. Il tente d'autoriser un virement bancaire massif de la totalité de ses fonds restants vers un compte offshore aux îles Caïmans. Il prévoit de fuir le pays. Comment peut-il l'autoriser? Ai-je demandé, mon sang ne faisant qu'un tour. Il n'a pas de procuration sur ses comptes de retraite. J'en suis absolument certain. Il n'en a pas, a confirmé Gideon. Mais il a présenté au directeur de la banque un document notarié lui accordant le contrôle total. Le document nécessite 2 signatures de membres de la famille proche pour contourner les protocoles de sécurité standards. Il a falsifié la signature de votre mère, et la seconde signature est la vôtre. Gideon a ajouté qu'il utilise votre ancien permis de conduire expiré, celui que vous aviez laissé dans le tiroir du bureau de votre chambre d'enfance, pour vérifier votre identité en tant que co-signataire. Il a également falsifié votre signature. Il est en train de commettre une fraude bancaire fédérale massive et un vol d'identité. J'ai fermé le dossier devant moi. Arrête le transfert et appelle la police. La division des délits économiques est déjà sur le coup. Nous avons mis en place une alerte sur vos anciens numéros d'identification il y a des semaines, précisément pour ce genre de scénario, a dit Gideon, se levant pour attraper sa mallette. Allons voir le dénouement. Nous sommes arrivés à la banque 20 minutes plus tard. Nous ne sommes pas entrés. Nous nous sommes garés dans la Volvo blindée en face, observant à travers les vitres teintées et la grande façade en verre de la banque. Je pouvais voir Nolan faire les 100 pas nerveusement dans le hall. Il portait une casquette de baseball enfoncée sur les yeux, transpirant à grosses gouttes. Il ne cessait de consulter sa montre, attendant que le virement massif soit validé pour courir à l'aéroport et disparaître, laissant sa mère totalement démunie face aux conséquences. Au lieu d'un guichetier lui apportant un reçu de confirmation, 3 berlines noires banalisées ont pilé devant la banque. 6 policiers lourdement armés de la division des délits économiques ont jailli des véhicules et ont pris d'assaut le bâtiment. Nolan n'a même pas essayé de fuir. Il s'est figé, les mains se levant instinctivement en l'air tandis que les policiers le plaquaient sur le sol en marbre poli. J'ai regardé en silence alors qu'il lui passait de lourdes menottes en acier au poignet, le relevait et lui lisait ses droits.
L'enfant prodige, l'entrepreneur à succès, la fierté et la joie de la famille, a été traîné hors de la banque comme un vulgaire voleur de rue. Ils l'ont engouffré à l'arrière d'un fourgon de police. Les portes se sont refermées et le convoi s'est éloigné, les sirènes hurlant dans l'air froid du matin. Au moment où Gideon passait la première pour partir, un taxi s'est garé brusquement le long du trottoir. Altia a trébuché en sortant de la banquette arrière. Le directeur de la banque l'avait visiblement appelé lorsque la fraude avait été détectée. Elle avait l'air paniquée, ses cheveux en bataille, son manteau enfilé à la va-vite. Elle a vu les voitures de police s'éloigner au loin. Puis elle s'est retournée et a aperçu mon SUV garé en face. Elle savait que c'était le mien. Altia s'est moquée de la circulation. Elle a traversé la rue en courant, évitant les voitures qui klaxonnaient, et s'est jetée sur le capot de mon véhicule. Elle a glissé le long de la calandre métallique, tombant à genoux juste devant mon pneu avant. La chaussée était humide et glaciale, mais elle s'en fichait. J'ai baissé la vitre juste assez pour l'entendre. « Beckett » a-t-elle hurlé, la voix écorchée et brisée, des larmes coulant sur son visage profondément ridé. « Beckett, s'il te plaît. » Ils l'ont pris. Ils ont arrêté ton frère. Tu dois appeler tes avocats. Tu dois retirer ta plainte. S'il te plaît, c'est mon bébé. Ne les laisse pas me l'enlever. J'ai baissé les yeux vers la femme qui m'avait donné la vie. Elle suppliait à genoux dans la poussière. Non pas pour sa propre survie, mais pour le monstre qui venait d'essayer de lui voler le moindre centimètre de la laisser pourrir. Beaucoup de gens sur Internet m'ont qualifié de sans-cœur pour ce que j'ai fait ensuite. Ils disent que quoi qu'il arrive, on ne doit jamais envoyer sa propre chair et son propre sang en prison. Mais si je l'avais laissé filer, qui aurait été sa prochaine victime? Aurait-ce été un investisseur innocent, un retraité âgé? Pensez-vous que j'ai eu raison de laisser la justice s'occuper de lui? Dites-le moi. J'ai regardé Altia, mon visage totalement dénué d'émotion. Il a falsifié ma signature, maman, ai-je dit doucement, ma voix couvrant le tumulte de la rue animée. Il a essayé de voler ta retraite. Je ne porte pas plainte par méchanceté. Je porte plainte parce que c'est un criminel. La justice va s'occuper de lui maintenant. C'est hors de mes mains. J'ai remonté la vitre, étouffant le son de ses gémissements déchirants. J'ai fait signe à Gideon de démarrer. Alors que le SUV s'éloignait, je l'ai regardé dans le rétroviseur, une silhouette minuscule et brisée, agenouillée sur la chaussée humide, se serrant la poitrine tandis que son univers s'effondrait définitivement autour d'elle. Le système judiciaire est lent, mais quand vous disposez de la meilleure équipe juridique que l'argent puisse s'offrir, fournissant des preuves irréfutables en haute définition, les rouages tournent avec une efficacité redoutable. La libération sous caution a été refusée à Nolan, principalement parce qu'il avait été pris en flagrant délit de tentative de virement de millions de dollars à l'étranger pour fuir la juridiction. Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire du comté en attendant son procès pour fraude bancaire fédérale, vol d'identité et tentative de vol qualifié. Une semaine après son arrestation, j'ai reçu un message du bureau du procureur. Nolan avait demandé à recevoir un visiteur, plus précisément moi. Il avait également autorisé Altia à être présente. J'imagine qu'il pensait pouvoir utiliser les larmes de sa mère pour me manipuler une dernière fois. Je me suis rendu au commissariat. Le parloir était une boîte en béton stérile et déprimante, exhalant une odeur de javel bon marché et de désespoir. Une épaisse vitre en plexiglas encrassé séparait la pièce. Je me suis assis sur une chaise en plastique rigide. Quelques instants plus tard, un gardien a escorté Nolan dans la cabine de l'autre côté. La métamorphose était stupéfiante. Fini les costumes sur mesure, le sourire arrogant et l'aura de supériorité. Il portait une combinaison orange délavée et trop grande. Ses cheveux étaient gras et en bataille. Son visage était pâle et creusé par le stress et le manque de sommeil. Une minute plus tard, la lourde porte métallique de mon côté s'est ouverte et Altia est entrée en traînant les pieds. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans en une seule semaine. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi, refusant de regarder mon visage, ses yeux rivés sur la silhouette pathétique de son fils aîné derrière la vitre. Nolan a décroché le lourd combiné noir. J'ai décroché le mien. Altia s'est penchée près de mon oreille pour écouter. Beckett, a articulé difficilement Nolan. Sa voix était éraillée, brisée. S'il te plaît, mec. Tu dois parler au procureur. Tu dois leur dire que c'était un malentendu.
Dis-leur que j'avais ta permission pour déplacer l'argent. Si tu ne le fais pas, ils vont me donner 10 à 15 ans dans une prison fédérale. Je ne survivrai pas là-dedans. Beckett, s'il te plaît, je t'en supplie. Altia m'a attrapé le bras, ses doigts frêles s'enfonçant dans ma veste de costume coûteuse. Fais-le, Beckett. Sauve-le. Il est désolé. Nous sommes tellement désolés pour tout ce que nous t'avons fait. S'il te plaît, je t'en supplie sur ma vie. J'ai maintenu le combiné contre mon oreille, écoutant le grésillement statique de la ligne. J'ai regardé le visage terrifié de Nolan. J'ai regardé les larmes désespérées d'Altia. Vous n'êtes pas désolé, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, et totalement dépourvue de colère. Le feu s'était éteint, ne laissant que de la cendre froide et dure. Vous n'êtes pas désolé de m'avoir traité comme une moins que rien pendant 28 ans. Vous n'êtes pas désolé de m'avoir jeté dehors dans la neige. Vous n'êtes pas désolé d'avoir essayé de me vendre à un usurier. Vous êtes seulement désolé parce que j'ai 250 millions de dollars et que vous êtes assis dans une cage en béton. Nolan a plaqué ses mains contre le plexiglas, des larmes inondant ses joues. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, frérot. On est de la même famille. La famille, ai-je répété, comme s'il s'agissait d'un concept étranger. Laisse-moi te dire ce qui arrive à notre famille à l'extérieur. Nolan, Gideon a finalisé la saisie immobilière pour la dette que tu me dois. Ces 4 maisons, celles que maman t'a données pour que tu t'occupes d'elles. Je les ai toutes saisies. La banque a pris les voitures. L'État a saisi tes comptes professionnels. Altia a poussé un petit gémissement blessé. Tout a disparu, Nolan, ai-je poursuivi implacablement. Et comme Sloan a demandé le divorce et a prouvé qu'elle n'était pas complice de ta fraude, elle a pris les quelques bijoux et liquidités qui restaient et s'est volatilisée. Tu es totalement ruiné. Il ne te reste absolument plus rien. Nolan s'est effondré vers l'avant, appuyant son front contre la vitre sale, pleurant de manière incontrôlable. J'ai tourné la tête pour regarder Altia. Elle me fixait avec une horreur absolue. Et toi, maman, ai-je dit calmement. Puisque tu as cédé tous tes biens à Nolan, et que les biens de Nolan appartiennent désormais à ma société écran, tu ne possèdes plus de logement. Les avis d'expulsion ont été signifiés ce matin. Dès demain après-midi, tu seras légalement sans abri. La bouche d'Altia s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. La réalité de son favoritisme aveugle s'était enfin retournée contre elle pour la détruire. Elle avait utilisé sa richesse comme une arme pour valoriser un imposteur et punir un fils honnête. Et maintenant, l'univers l'avait dépouillé du moindre filet de sécurité. J'ai raccroché le combiné. Le clic sonore a résonné dans la petite cabine. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et je suis sorti du parloir sans un regard en arrière, laissant l'enfant chéri pourrir dans sa cage et la mère complice face au terrifiant abîme qu'elle avait elle-même créé. Le lendemain après-midi, le ciel s'est déchiré sur la ville, déversant une averse froide et incessante. Les rues étaient glissantes de pluie, reflétant la lumière grise et terne de la tempête. J'ai conduit lentement ma Volvo blindée à travers le quartier de banlieue où j'avais passé ma misérable enfance. Je me suis arrêté devant la grande villa. Des camions de déménagement étaient garés dans l'allée, engagés par le cabinet de Gideon pour vider la propriété. Debout sur le trottoir, blotti sous le petit abri de bus précaire, se trouvait Altia. Elle était entourée de 3 grands sacs poubelles noirs contenant les quelques vêtements et effets personnels que les agents de saisie lui avaient permis de garder. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage par la pluie battante. Elle semblait minuscule, frêle et totalement vaincue. Elle n'avait nulle part où aller. Les membres de sa famille élargie, ces messagers dociles si prompts à me juger, avaient tous mystérieusement cessé de répondre à ses appels dès qu'ils avaient compris qu'elle n'avait plus d'argent à leur offrir. Je me suis garé le long du trottoir. Je n'ai pas coupé le moteur. J'ai attrapé un parapluie et une petite enveloppe blanche sur le siège passager, je suis sorti sous la pluie et je me suis dirigé vers l'arrêt de bus. Altia a levé les yeux quand je me suis approché. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle n'a pas crié. Elle ne m'a pas insulté. Toute combativité l'avait quittée. Elle m'a simplement regardé avec une tristesse profonde et écrasante. « Tu es venu te moquer ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante dans le vent froid. « Tu es venu me regarder geler. »« Non, » ai-je dit, maintenant le parapluie au-dessus d'elle pour la protéger du plus fort de l'averse. J'ai plongé la main dans ma poche, j'ai sorti l'enveloppe blanche et je la lui ai tendue.
Elle l'a prise de ses mains tremblantes. Elle a déchiré le seau et en a sorti un chèque de banque. Elle a fixé les chiffres imprimés sur le papier. Exactement 5000 $. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté. C'est la somme exacte que je gagnais chaque mois à l'entrepôt, ai-je dit calmement. L'argent qui, selon toi, faisait de moi un raté. L'argent qui, d'après toi, signifiait que je ne méritais pas d'avoir ma place chez toi. J'ai glissé ma main dans l'enveloppe et en ai sorti une brochure pliée. Je la lui ai tendue. C'était un dépliant pour une maison de retraite publique modeste située à la périphérie de la ville. Ce n'était pas luxueux. Cela sentait la javel et le chou bouilli, mais c'était sûr, propre et chaud. Ce chèque couvrira ta caution et tes 3 premiers mois de loyer dans cet établissement, lui ai-je dit. Cela te donnera le temps de faire des demandes de sécurité sociale et d'aide publique au logement. C'est un toit sur ta tête. Tu n'auras pas à manger du vent. Altia a regardé le chèque, puis la brochure, avant de relever les yeux vers mon visage. Sa lèvre inférieure a tremblé violemment. Beckett, je suis tellement désolé pour tout. J'ai tout gâché. J'ai absolument tout gâché. Oui, ai-je acquiescé doucement. C'est vrai. Est-ce que je peux t'appeler parfois, a-t-elle demandé d'un ton désespéré et suppliant. Juste pour entendre ta voix. Tu es la seule famille qu'il me reste. J'ai regardé cette femme qui avait passé 28 ans à me faire sentir comme un fantôme indésirable dans ma propre vie. J'ai ressenti un étrange pincement de pitié. Mais la pitié n'est pas de l'amour, et ce n'est certainement pas du pardon. Non, maman, ai-je dit, reculant pour sortir de l'abri du parapluie, laissant la pluie froide frapper mon visage. Ce chèque est mon ultime acte de piété filiale. C'est la fin de notre relation. Je paie ma dette pour la vie que tu m'as donnée, mais tu ne feras pas partie de la vie que j'ai bâtie. Prends soin de toi. Ne me recontactez plus jamais. Je suis retourné vers mon véhicule chaud et sécurisé et je suis monté à bord. J'ai enclenché la vitesse et je me suis éloigné du trottoir. J'ai regardé dans le rétroviseur une toute dernière fois. Altia se tenait seule sous la pluie, serrant le chèque de 5000 $ contre sa poitrine, sanglotant alors que le bus arrivait enfin à l'arrêt. Alors que je roulais en direction de la ville, mon téléphone a sonné. C'était un message de Maëve. J'ai fait un ragoût de bœuf. Il pleut trop pour sortir. Rentre à la maison, le dîner est presque prêt. J'ai lu le message et, pour la toute première fois de ma vie, un sourire sincère, chaleureux et totalement libéré s'est dessiné sur mon visage. J'avais passé des mois à planifier la vengeance parfaite, anticipant le plaisir de les voir chuter. Mais alors que je conduisais sous la tempête pour rejoindre la femme qui s'était souciée de moi quand je n'avais rien, j'ai compris la vérité. La plus grande joie n'était pas leur destruction. La plus grande joie était de savoir que j'étais enfin véritablement libre. 2 ans ont passé depuis cet après-midi pluvieux à l'arrêt de bus. La poussière est retombée. Les batailles juridiques se sont achevées et les chapitres toxiques de mon passé ont été définitivement clos. La vie est radicalement différente aujourd'hui. Maëve et moi nous sommes mariés le printemps dernier lors d'une cérémonie intime et magnifique sur une plage d'Hawaï. Il n'y avait pas d'intermédiaires dociles, pas de frères et sœurs arrogants, pas de parents toxiques pour gâcher la journée. Juste un petit groupe d'amis et de collègues sincères qui nous appréciaient pour ce que nous étions, et non pour ce qui se trouvait sur nos comptes bancaires. Nous vivons dans le Penthouse, mais nous passons la majeure partie de notre temps à travailler sur un projet qui compte bien plus pour moi que n'importe quelle voiture de sport ou montre de luxe. Nous avons prélevé une part importante de mes gains de loterie pour créer la Fondation Phoenix. Il s'agit d'un programme spécialisé de bourse d'études et d'aide au logement conçu spécifiquement pour les jeunes adultes qui ont été rabaissés, mis à la porte ou exploités financièrement par des familles toxiques. Nous aidons les jeunes à qui l'on répété qu'ils étaient des ratés sans valeur à prendre leur envol, à obtenir leur diplôme et à bâtir leur propre vie. Chaque fois que je remets un chèque de bourse à un jeune timide et reconnaissant vêtu d'un t-shirt élimé, je guéris une petite partie du garçon de 12 ans à qui l'on avait refusé du sirop contre la toux. Quant aux personnes qui ont essayé de me détruire, l'univers a équilibré la balance avec une précision terrifiante. Nolan a été reconnu coupable de multiples accusations fédérales. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral de sécurité moyenne. D'après ce que me disent les associés de Gideon, la prison n'est pas tendre avec l'ancien enfant chéri. Sans ses costumes de marque, ses fausses Rolex et la validation constante de sa mère,
il n'est plus qu'un numéro parmi d'autres dans une combinaison orange, balayant les couloirs de sa cellule pour quelques centimes par jour. L'ironie suprême est qu'il effectue enfin un travail physique difficile, tout comme l'ouvrier d'entrepôt qu'il méprisait tant auparavant. Sloan a finalisé son divorce avant même que Nolan ne soit transféré dans un établissement pénitentiaire permanent. Elle s'est rapidement accrochée à un autre homme riche et plus âgé, pour se faire larguer 1 an plus tard lorsqu'il a réalisé qu'elle n'était qu'une chercheuse d'or. Aux dernières nouvelles, elle travaillait au rayon cosmétique d'un centre commercial de banlieue, contrainte de vendre le luxe qu'elle prétendait autrefois posséder. Et Althea, elle a emménagé dans la maison de retraite publique. Elle vit dans une petite chambre au sol en linoléum, à des kilomètres des immenses villas dont elle tirait tant de fierté autrefois. Les infirmières racontent qu'elle passe ses journées assise dans le salon commun, racontant à qui veut l'entendre qu'elle a un fils milliardaire qui possède la moitié de la ville. Les autres résidents se contentent de lever les yeux au ciel et de hocher poliment la tête, supposant qu'elle souffre de démence. Personne ne la croit. Elle est piégée dans une prison qu'elle a elle-même créée, entourée d'inconnus, avec pour seule compagnie les fantômes de ses erreurs. Je ne ressens aucune joie quand je pense à eux. En réalité, je ne ressens plus grand-chose. Ce sont des inconnus pour moi désormais. Des récits d'avertissement sur ce qui se produit lorsque l'avidité et le favoritisme corrompent une famille de l'intérieur. Mais de temps en temps, Internet me rappelle les choix que j'ai faits. Il y a quelques semaines, l'oncle Vaughan a trouvé l'adresse email publique de ma fondation et m'a envoyé un long message décousu. Il m'a traité de monstre sans cœur. Il a écrit qu'un homme digne de ce nom aurait pardonné à sa mère et lui aurait acheté une belle maison pour y passer ses derniers jours, quel que soit le passé. Il a dit que je punissais une vieille femme simplement parce qu'elle avait fait des erreurs. Je vous pose donc la question à vous, qui avez écouté mon histoire depuis la neige glaciale jusqu'aux pentouses de luxe. Suis-je allé trop loin? Aurais-je dû utiliser ma richesse pour acheter une petite maison à ma mère et lui assurer une vie confortable, malgré le fait qu'elle ait été prête à me laisser geler dans la rue? Ou récoltait-elle simplement ce qu'elle a semé durant 28 ans? Est-ce que la laisser à cet arrêt de bus avec un chèque de 5 000 $ était un acte de vengeance cruelle ou la forme ultime d'une justice poétique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je les lirai.